Bonjour, je me présente, je suis professeur Zoubé, pédiatre au CHU d'Oran. On va parler aujourd'hui sur l'hypothyroïdie chez l'enfant. Avant d'entamer notre cours, on va procéder un petit peu au plan. Notre plan du cours, c'est d'abord faire un petit rappel sur l'hypothyroïdie, l'intérêt de la question qu'on va la voir après, un rappel sur la physiologie et éventuellement la physiopathe, on va poser le diagnostic positif, rechercher un diagnostic étiologique à cette hypothyroïdie, éventuellement de l'intérêt d'une prise en charge et rechercher et d'abord faire un dépistage et avant le dépistage connaître au moins le pronostic de cette hypothyroïdie. Pour cela, pour l'intérêt de notre question, c'est d'abord procéder de faire cerner nos objectifs qui sont de connaître d'abord comment poser un diagnostic devant une hypothyroïdie chez l'enfant. Sa prise en charge doit être précoce, un suivi régulier et rechercher les complications qui peuvent apparaître au cours de ce suivi, au cours de l'évolution. Son pronostic, pourquoi la prise en charge doit être précoce? C'est parce qu'il y a un pronostic neurologique qui peut être irréversible dans cette hypothyroïdie. Mais enfin, d'où l'intérêt d'un dépistage. L'hypothyroïdie se définit par une expression purement clinique ou biologique. Les cliniques, d'abord biologiques, due à une carence en hormones thyroïdiennes. C'est la pathologie la plus fréquente des maladies endocriniennes en pédiatrie. Son tableau clinique il est très varié et son diagnostic il est biologique. Son diagnostic doit être précoce, et cela afin d'éviter les séquelles neurologiques qui sont irréversibles. C'est une maladie fréquente, elle touche un cas sur 4000 naissances. Avec un sexe ratio de 3 filles pour un garçon, elle est beaucoup plus fréquente chez la fille que le garçon. Le dépistage néonatal dans des pays développés, en France, est systématique à la naissance. Et ça depuis 1974. En Algérie, le dépistage n'est pas systématique, vu qu'il est plus ou moins coûteux. La thyroïde, c'est une glande endocrine. Elle se développe à partir de deux ébauches. Une ébauche médiane et deux ébauches latérales. C'est parathyroïde. Cette embryologie, elle se termine vers la fin de la 12e semaine de gestation. Et à la 2e semaine, on aura anatomiquement le corps de la thyroïde qui est constitué de deux lobes latéraux et un isthme. Une fois la thyroïde est développée, la régulation de cette glande thyroïde et de la fonction thyroïdienne, elle dépend de l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus sécrète de la TRH qui va activer la sécrétion, qui active la sécrétion de la TSH par l'hypophyse, qui elle-même stimule la thyroïde de faire la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes qui sont la T3 et la T4. Ces deux derniers inhibent cet axe par un effet rétroactif. Cette régulation de la fonction elle est indépendante de celle de celui de la mère à partir du 4e mois de gestation. Là, il y a uniquement parce qu'il y a la TSH et la TF4 ne traversent pas la barrière placentaire. Donc c'est la glande thyroïdienne du fœtus qui fabrique ses propres hormones à partir du 4e mois. Il n'y a que la TRH maternelle qui traverse la barrière. Son rôle, c'est de continuer dans le développement de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. Donc, ce qu'on vient de dire maintenant, l'hypothalamus qui va stimuler l'hypophyse, qui va
lui-même va stimuler la glande thyroïde une fois elle est en place, de faire la synthèse de ses propres hormones avec un effet rétroactif, rétrocontrôle négatif de cette synthèse. Une fois, donc la glande thyroïde, elle est constituée de deux cellules. Il y a deux cellules thyroïdiennes qui sont les thyrocytes, dont leur rôle, c'est dans la sécrétion des hormones thyroïdiennes. C'est la thyroxine, TF4, et la thyroïdothyronine, c'est la T3. Et aussi, la deuxième, c'est les cellules C qui sécrètent à leur tour la calcétonine. Ces deux cellules jouent un rôle important dans le métabolisme de l'organisme, y compris le foie. Elles sont libérées dans la circulation sanguine et dans le rôle pour d'autres organes et dans le métabolisme de l'enfant. Une fois la thyroxine, la TF4 et la T3, une fois libérées dans le sang, ces deux hormones sont libérées à partir de la thyroglobuline. Et bien sûr, une fois qu'elles sont libérées, avant qu'elles soient libérées, elles passent par le mécanisme de cette biosynthèse qui est la captation des iodes, une oxydation, puis une organification, un couplage, soit en tri-iodo et ou en tétra, et enfin la désiodation. Ces deux hormones, une fois on a la désiodation, qui est le couplage et la désiodation, elles sont transportées dans la circulation sanguine, une fois fixées à des protéines transporteuses, soit non spécifiques, c'est à l'albumine, soit spécifiques, c'est la thyroxine benzine globuline, c'est la TBG, ou la pré-TGB, c'est la pré-albumine. Ces deux hormones qui sont sécrétées par la thyroïde, elles vont stimuler le métabolisme. Ces hormones, elles jouent un rôle important dans l'activité de plusieurs tissus. Le métabolisme, elles contrôlent le métabolisme glycémique, lipidique, protidique et éventuellement énergétique. Ces hormones, elles sont responsables aussi dans la multiplication de tissus osseux en anténatal pendant la vie intra-utérine. Cette multiplication et cette maturation osseuse, elle continue après la naissance, dans l'enfance et jusqu'à la fin de la croissance. Le deuxième, c'est les cellules, les cellules C qui sont là, qui sécrètent la calcétonine. Le rôle, c'est de faire une balance du calcium sanguin. C'est-à-dire, le rôle, c'est de faire baisser le calcium sanguin. Le rôle de ces hormones, ils agissent, on vient de dire, ils agissent sur l'ensemble du métabolisme. Ils ont un effet sur la croissance et le développement. La croissance, c'est-à-dire la croissance somatique. Ils ont un rôle sur la croissance squelettique. Quand on parle squelettique, c'est-à-dire ces hormones, ils interviennent dans le remodelage osseux, dans le développement, dans l'ossification des épiphyses, dans la maturation osseuse. Ces hormones, ils agissent aussi sur le système nerveux central. Ils ont un rôle important dans la maturation du système nerveux central. Ils ont aussi un rôle dans la synthèse des facteurs de croissance. Par ailleurs, elles ont un autre deuxième rôle qui est un rôle sur le métabolique. Et sur le métabolisme, on a dit qu'elles ont un effet calorigénèse, c'est-à-dire sur la consommation d'oxygène et sur l'équilibre thermique. Ils ont un rôle métabolique sur le métabolisme lipidique, glucidique, protéine et la synthèse de certaines vitamines. Donc, tout déficit ou tout un déficit en hormones thyroïdiennes ou un déficit dans la synthèse de ces hormones thyroïdiennes, les conséquences, on aura soit une atteinte, et ce déficit en hormones, il est dû à quoi? Soit c'est une atteinte, soit elle est primitive de la glande, c'est-à-dire le développement embryonnaire de la glande ne se fait pas correctement en anténatal
et par conséquent, on a la TSH qui est élevée. Donc, la TSH, rappelez-vous, qui est sécrétée par l'hypophyse, c'est elle qui stimule la glande thyroïde pour sécréter ses propres hormones. Et par conséquent, si la glande thyroïdienne, la glande, elle n'est pas bien développée ou carrément n'était pas développée correctement, la TSH, elle stimule, elle s'augmente pour pousser la glande à fabriquer ses propres hormones. Soit il s'agit d'un déficit en hormones thyroïdiennes secondaire à l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est déficitaire. À ce moment, on a une TSH qui est pratiquement basse. Cette carence en hormones thyroïdiennes va entraîner quoi? Un défaut de la maturation somatique, que ce soit une maturation squelettique, une maturation du système nerveux central. On aura aussi une diminution de la calorigénèse, soit par une hypothermie qui est centrale et périphérique, et on a aussi une diminution du métabolisme, qui se manifeste cliniquement par une lenteur des mouvements, une bradycardie, un ralentissement psychique, etc. À ce moment-là, si on parle d'une hypothyroïdie, rappelez-vous, l'hypothyroïdie, elle dépend son diagnostic il est clinique et biologique. Quand on parle de clinique, c'est en fonction de l'intensité du déficit en hormones thyroïdien et aussi son début. Est-ce que son début qui est prénatal ou postnatal? Parce que l'intensité, le déficit, le retentissement sur la maturation squelettique et en particulier neurologique, il dépend aussi du début. Si le début est prénatal, les conséquences sont plus graves. Si le déficit est postnatal, les conséquences neurologiques et la maturation sont moins graves. Ce diagnostic, cette intensité ou bien ce déficit en hormones, il dépend aussi de l'étiologie. Et si on dit l'étiologie, est-ce que c'est la glande, qu'on a dit tout à l'heure, l'étiologie, est-ce que c'est la glande thyroïdienne qui n'est pas développée complètement, ou la cause, elle est due à l'axe hypothalamo-hypophysaire? Et pour cela, le tableau clinique il est varié. Dont l'objectif, on a parlé tout à l'heure parmi les objectifs, que dans l'hypothyroïdie chez l'enfant, les tableaux cliniques sont très variés. Et on va voir les tableaux cliniques après. Et dans ce cas, on distingue trois formes. On a la forme classique, c'est l'hypothyroïdie congénitale qui est la plus fréquente en pédiatrie. On a l'hypothyroïdie à révélation postnatale. Et on a troisième point, c'est l'hypothyroïdie qui sont tardives. L'hypothyroïdie congénitale, comme c'est la pathologie la plus fréquente en pédiatrie, cette hypothyroïdie, elle est due à quoi? Soit la glande thyroïde de nouveau-né qui n'est pas correctement développée, c'est-à-dire avant la 2e semaine de gestation, la glande thyroïde ne s'est pas développée. Et on parle alors carrément d'une dysgénésie thyroïdienne. Et par conséquent, on aura cette thyroïde. Soit elle est complètement absente, c'est-à-dire il n'y a pas eu de développement de la glande thyroïde et on parle d'une athériose, soit c'est la glande thyroïde, elle s'est développée, mais c'est un développement qui est incomplet et on parle de l'hypoplasie de la glande thyroïdienne. Ou carrément, la glande thyroïdienne, le développement, il s'est fait correctement, mais la situation, elle s'est située, la migration de la glande thyroïdienne, elle se fait ectopiquement. Donc, on parle d'une thyroïde ectopique. Ou un deuxième point, c'est que la glande thyroïde, elle est bien développée. Le déroulement au cours de la en anténatale s'est fait correctement. On a une glande thyroïde qui est en place, pas ectopique, que la glande, elle dépend d'un axe hypothalamo-hypophysaire, mais ne fonctionne pas correctement.
et on parle de troubles de l'hormonosynthèse. L'hypothyroïdie congénitale, c'est généralement le diagnostic qui se pose dans les premiers jours, voire les premières semaines de vie. Classiquement, la découverte se fait dans les premiers jours de la vie, d'où l'intérêt d'un dépistage systématique en période néonatale pour récupérer certaines hypothyroïdies qui se manifestent dès la naissance. C'est le tableau clinique. On retrouve un myxœdème général, un tableau de macroglossie, un faciès plus fripé, les cheveux qui sont fournis, denses couverts d'un sébum avec une hernie ombilicale. Mais classiquement, l'hypothyroïdie congénitale, le tableau clinique, il est beaucoup plus fréquent et on le pose généralement dans les deux, à partir de la deuxième semaine, voire le premier mois de vie. C'est des enfants qui se présentent soit pour une hypothermie. C'est des nourrissons qui sont anormalement calmes. Ils ne réclament pas leur biberon, ils ne réclament pas leur tétée. Ils ont une respiration qui est un peu bruyante. Ils ont un trouble de déglutition et de succion. C'est des enfants qui font des constipations qui sont fréquentes. Un ictère persistant, inexpliqué, il faut penser à une hypothyroïdie. Il y aura un ralentissement sur la croissance. Sur la croissance thyropondérale, rappelez-vous, sur le rôle des hormones thyroïdiennes sur la maturation osseuse. Ils ont un faciès grossier avec une macroglossie, un nez écrasé, les yeux globuleux, qui donnent un aspect d'un bébé batracien, voire un faciès un petit peu mongoloïde. La peau qui est infiltrée, desquamée, un abdomen qui est ballonné avec une hernie ombilicale. Devant ces signes cliniques, pensez à faire un bilan thyroïdien chez ces enfants. Sur le plan neurologique, c'est des enfants qui sont léthargiques, il y a une hypotonie généralisée, c'est des enfants qui ont une hypothermie, vu l'atteinte de la thermocalorigineuse. Dès les fontanelles, elles sont ouvertes, elles sont larges. Ils ont un cri rauque, une obstruction nasale et une macroglossie. Ce cri rauque avec obstruction nasale, elle est due à une macroglossie. D'abord, c'est l'anatomie de la face, puis une encelure nasale avec aplatissement de la base du nez, avec la macroglossie qui donne cette voix qui est très rauque. Sur le plan cardiaque, on a un trouble, vu les C-carences donnent un effet sur le métabolisme et par conséquent on a une bradycardie. Éventuellement, on peut rencontrer une cardiomégalie, rarement une cardiomégalie. C'est des enfants qui ont des difficultés alimentaires, un abdomen qui est pratiquement ballonné, avec une hernie ombilicale qui est retrouvée pratiquement les constantes dans plus de 90% des cas. On peut avoir un ictère prolongé, tout ictère prolongé, une période néonatale non hémolytique, et c'est un ictère qui est persistant. Demander un bilan thyroïdien et penser à une hypothyroïdie. C'est des enfants qui font fréquemment des constipations. La peau, elle est sèche, elle est infiltrée, et l'aspect d'un teint qui est jaunâtre ou pâle. L'absence d'une prise en charge précoce et urgente entraîne un retard de croissance, un retard de la maturation osseuse et un retard psychomoteur. L'hypothyroïdie congénitale chez l'enfant, si elle est dépistée et traitée rapidement et précocement, on prévoit la prévention, surtout le retard mental, le quotient intellectuel diminué et le retard de développement psychomoteur. 80% des cas sont sporadiques, 15% des cas sont héréditaires par défaut de synthèse en hormones thyroïdiennes, d'où l'intérêt d'un traitement en urgence.
Donc, hypothyroïdie congénitale dit une prise en charge rapide et urgente, dit une prévention. La prévention, c'est la débilité, et la prévention, c'est une bonne amélioration du quotient intellectuel et avoir un bon développement psychomoteur. Deuxième, on a les hypothyroïdies à révélation postnatale, ce qui est pratiquement fréquente en consultation pédiatrique, c'est dans 2 tiers des cas. Les cycles, pourquoi dans 2 tiers des cas ils sont fréquents? Parce que si on dépiste généralement en période néonatale l'hypothyroïdie, la fréquence elle est moins à cette période, à cette tranche d'âge. Les signes cliniques, elles se manifestent avec tous les signes cliniques qu'on vient de citer tout à l'heure, mais avec une évolution un peu moins, elle est progressive. Et généralement, le motif de consultation, soit le motif, soit la maman, elle consulte parce que son bébé il fait un retard psychomoteur, parce que par rapport à son âge réel. C'est pour la maman, c'est un homme rarement ou ramène son enfant parce que le bébé c'est un cas. Pour elle, c'est bien. Généralement, c'est des enfants qui consultent soit pour un problème de constipation, pour un problème de retard psychomoteur. Et sur le plan de l'examen clinique, on voit l'évolution qui est progressive de tous les signes qu'on vient de citer tout à l'heure. Et l'hypothyroïdie tardive, c'est une hypothyroïdie qui se manifeste généralement à un âge scolaire, surtout à l'âge scolaire et chez l'adolescent. Et cette hypothyroïdie, elle se manifeste très progressivement. Et les signes cliniques, ils sont pas constants. Ce n'est pas tous les signes cliniques qu'on rencontre dans une hypothyroïdie classique. Et ça qui fait la difficulté à poser le diagnostic d'une hypothyroïdie. Généralement, on retrouve ces 1 à 2 signes qui apparaissent ou bien qui sont constants à cette période. C'est des enfants qui consultent pour le retard staturo-pondéral, c'est des enfants qui consultent pour un retard pubertaire, ou carrément c'est des enfants qui sont récupérés de la consultation neuropsychiatrique pour une débilité et retard mental. Le retard de la maturation osseuse, on le récupère généralement soit au moment de la consultation pour le motif de retard staturo-pondéral, ou le retard de la maturation osseuse, on le récupère ou bien on pose ce diagnostic d'hypothyroïdie avec un retard de maturation osseuse pour un autre motif de constatation chez qui on impose de faire une radio de l'âge osseux et on tombe sur un retard et une hypothyroïdie éventuellement. Vu que la plus fréquente dans 2 tiers des cas, c'est l'hypothyroïdie à révélation postnatale, les signes cliniques sont remarqués quelques mois après la naissance. Ces signes se développent très progressivement. L'anamnèse, on doit rechercher l'anamnèse avec une enquête qui doit être très policière, une lenteur dans les acquisitions psychomotrices, donc tout retard de la tenue de la tête, de la position assise ou la marche par rapport à l'âge des acquisitions, c'est un retard des acquisitions motrices. Nos nourrissons, généralement, c'est des enfants qui sont calmes, qui ne réclament pas leur biberon. C'est des enfants qui crient rarement, qui ne pleurent pas. C'est des enfants qui ont une voix qui rauque. Ils ont une anorexie. Et souvent, c'est des enfants à l'anamnèse ou dans leur carnet de santé, on trouve plusieurs consultations pour le motif de constipation, généralement constipation chronique. C'est des enfants qui subissent des modifications de la morphologie. Cette morphologie qui apparaît progressivement d'abord au niveau de la face,
Puis au reste du corps, ils ont pratiquement des signes grossiers, avec généralement un discret une peau infiltrée, l'aspect d'une peau d'une surcharge pondérale. C'est des enfants qui ont une macroglossie, ils ont pratiquement l'aspect d'un faciès mongoloïde. Ils ont un ralentissement des fonctions métaboliques en général et l'évolution est compatible avec la vie. Et après quelques années, on a l'aspect historique d'un HABC. Et après 2 ans, si la prise en charge ne se fait pas correctement dès le début et les signes cliniques se développent progressivement, et après 2 ans, on aura des signes qui sont rares. Les signes cliniques sont beaucoup plus rares et à ce moment qui rend le diagnostic plus difficile. Et après 2 ans, c'est des enfants qu'on les récupère après l'âge aux alentours de la puberté pour des retards pubertaires, pour des RSP ou carrément pour une débilité. Plus l'installation est tardive, plus les conséquences sont moindres pour le cerveau et importantes sur la croissance. Par conséquent, on aura beaucoup plus important sur le retard sur la croissance staturopondérale et la maturation osseuse. Et après cet âge, le tableau il est marqué par le retard de croissance, soit statural. Parfois, on a une obésité, ce n'est pas une obésité classique, mais c'est une obésité, c'est la peau qui est infiltrée, c'est le myxœdème qui donne cet aspect d'obésité. C'est des enfants ils ont tendance à la somnolence, c'est des enfants qui sont tellement calmes, ils dorment beaucoup. Ils ont une lenteur dans l'édiation avec un arrêt de la croissance staturale. C'est des enfants qui ont aussi un QI qui bat, une quotient intellectuelle. C'est des enfants qui font des retards scolaires. Et parfois, on a un retard pubertaire. Devant ces signes cliniques, on doit pratiquement faire quelques examens. Parmi, c'est les hormones thyroïdiennes. On doit doser d'abord la T3 et la TF4 libre, de façon, bien sûr, avec les signes cliniques de l'hypothyroïdie. En général, la TSH, elle est élevée. Mais devant une TSH normale ou rarement basse, si c'est un peu en bas, avec des signes cliniques de l'hypothyroïdie, pensez qu'il s'agit d'une origine hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire une origine centrale. Si on est devant une situation d'une athériose, c'est-à-dire l'absence complète de la thyroïde, on doit doser la thyroglobuline qui est pratiquement nulle. À côté de l'âge osseux, enfin à côté des hormones thyroïdiennes, on pratique l'âge osseux, et ça en fonction de l'âge. Si on est devant un nouveau-né ou un nourrisson moins de 2 mois, la radio du genou elle est suffisante pour le nouveau-né, suffisante pour rechercher les 2 points d'ossification, les 2 points. Et l'absence des points tibiaux supérieurs et fémoraux inférieurs témoigne d'un début de retard de la maturation et d'une hypothyroïdie en anténatal. Mais le diagnostic différentiel dans cette situation, il peut se faire, on peut le rencontrer chez les nouveau-nés qui sont des nouveau-nés prématurés où la maturation osseuse elle est pratiquement absente à cet âge. Et avant 2 ans, on fait la radio du pied, genou et main. Et après 2 ans, on fait la radio de la main et du poignet et faire le calcul de la maturation osseuse et la reporter sur le tableau d'Oxford pour comparer avec l'âge osseux sur l'âge chronologique. Et à l'âge pubertaire, on doit pratiquer, une fois la cellule sésamoïde et l'appareil, au niveau de la radio du poignet, on doit passer à la radio du bassin et voir et calculer le viscère. Et pour l'imagerie, un deuxième point, d'abord on doit passer par la première, c'est l'échographie thyroïdienne. L'échographie thyroïdienne, c'est la seule qui peut donner beaucoup d'informations
sur la glande thyroïde. Un bon radiologue avec une bonne échographie, elle peut nous donner beaucoup de renseignements sur cette unité thyroïde qui a soit elle est absente carrément, c'est une athériose, soit c'est selon la taille par rapport à l'âge, soit elle est hypoplasique ou bien carrément elle est ectopique. Et éventuellement on fait une scintigraphie. Cette scintigraphie elle a un rôle important et la scintigraphie on ne la demande pas systématique. C'est après un certain temps d'évolution de l'hypothyroïdie et elle a un rôle surtout sur la fonction thyroïdienne et sur le pronostic aussi. À côté de ces deux examens qui sont primordiaux, c'est les dosages hormonaux et l'âge osseux, pour l'orientation, poser le diagnostic d'abord de l'hypothyroïdie. L'imagerie, c'est surtout l'échographie pour l'orienter avec l'IRM, surtout l'IRM cérébral, pour l'orientation étiologique, est-ce que c'est une hypothyroïdie qui est centrale ou elle est périphérique. Et à côté de ces examens, on demande d'autres examens, vu que le rôle, ces hormones thyroïdiens, ils ont un rôle important, leur déficit entraîne des carences sur certains métabolismes. Donc, on demande certaines perturbations comme le cycle glycémique, la lipédique, protidique, qui sont des perturbations biologiques qui sont secondaires à l'hypothyroïdie. Le diagnostic différentiel, on doit écarter tout ce qui n'est pas une hypothyroïdie. Et ça, en fonction des tranches d'âge, si on est dans la période néonatale, devant tout un ictère prolongé, inexpliqué, il faut écarter tous les ictères métaboliques. Quand on parle des ictères métaboliques, on a des galactosémies, les déficits en glycoro-congélisant l'ictère du lait de mère. Et ça, il y a un tableau clinique qui peut trancher entre les deux situations. Devant un macrosome, généralement l'hypothyroïdie, on a une macrosomie. Et devant un gros poids de naissance, il faut écarter les nouveau-nés de mort diabétique. Ça, c'est avec l'interrogatoire et à l'examen clinique. Et devant une constipation, généralement une constipation dès la naissance, il faut écarter une maladie d'Hishprand par l'absence, bien sûr, avec le retard d'émission microbienne. Et éventuellement un tableau qui n'est pas en faveur. Chez les nourrissons, c'est pratiquement, on a parlé sur les signes cliniques. Les signes cliniques qu'on vient de citer tout à l'heure, ça, c'est les mêmes signes cliniques qu'on peut les rencontrer chez les enfants qui ont une trisomie 21. À ce moment, il y a le cariotype qui peut trancher entre les deux. Et éventuellement, il y a aussi quelques signes cliniques qui sont défaveurs de la trisomie 21. Et dans la forme, ou bien dans les formes tardives, il faut discuter. Le diagnostic différentiel il se fait avec tout retard statural, staturo-pondéral de petite taille. Éventuellement, il y a les maladies cœliaques, les déficits en STH, mais généralement dans les petites tailles et les RSP, d'abord il faut faire la maturation osseuse. Et en fonction de ces deux examens, on peut s'orienter, est-ce que c'est une pathologie endocrinienne ou autre pathologie. Parce qu'avec un RSP, un retard statural et la maturation osseuse est très en retard, bien effondrée, on sait directement en pathologie endocrinienne et parmi, on a l'hypothyroïdie et on a les déficits en GH. Dans la clinique, beaucoup moins, dans les signes cliniques de la GH, c'est qui n'est pas la même que celle de l'hypothyroïdie. Une fois le diagnostic est posé de l'hypothyroïdie, à ce moment, il faut chercher est-ce que c'est une hypothyroïdie c'est une hypothyroïdie elle est congénitale ou c'est une hypothyroïdie acquise. Et si c'est une hypothyroïdie congénitale, est-ce que c'est une hypothyroïdie elle est périphérique, c'est-à-dire elle est due carrément au niveau de la glande thyroïdienne, ou c'est une hypothyroïdie qui est centrale, carrément. Et secondo, est-ce que c'est une hypothyroïdie qui est acquise. Mais chez l'enfant et en pédiatrie, dans plus de 80% des cas, c'est des hypothyroïdies qui sont congénitales. À ce moment, dans l'hypothyroïdie congénitale, soit elle est périphérique, et si on parle de périphérie,
La périphérie, on a deux choses. Soit c'est un défaut de développement, comme on a dit tout à l'heure, soit un défaut de développement, soit un défaut de la synthèse. La formation de la glande, elle est là, mais on a un défaut de la régulation et de la fonction de la thyroïde. Si c'est un défaut de la formation, on a des dysgénésies qui sont, c'est une dysgénésie bien sûr qui est permanente, qui est la plus fréquente. Elles sont carrément 85% des hypothyroïdies congénitales, c'est 1 cas sur 4000. Et on distingue dans les dysgénésies, soit carrément c'est une athériose ou agénésie dans un tiers des cas, soit elle est hypoplasique, c'est-à-dire incomplètement formée, ou dans 2 tiers des cas, c'est une glande thyroïde qui est formée, mais elle est ectopique. Là, les causes sont inconnues, et on pense qu'il s'agit d'un trouble de migration de l'ébauche. Au moment de la migration, il y a eu une ectopie de cette ébauche. Elles sont sporadiques, rares, elles sont rares, rarement on trouve des cas familiaux. 5% sont associés. Si on a une dysgénésie de la glande thyroïde, c'est-à-dire un défaut de développement de la glande thyroïde, dans la majorité des cas, c'est des causes qui sont génétiques, c'est-à-dire il y a une composante génétique dans le développement de la glande, et par conséquent, il faut rechercher les autres malformations, type cardiaque surtout, et d'autres malformations squelettiques, cardiaques, rénales, à la fois. Et dans cette situation, on a les TF4 et T4, si elles sont basses. Pourquoi elles sont basses? Parce que la glande thyroïdienne, elle ne peut pas fabriquer ses propres hormones. Et par conséquent, on a la TSH qui est élevée. D'où l'intérêt d'une scintigraphie qui va nous confirmer cette situation. Deuxième, c'est le développement de la glande thyroïdienne, elle est en place. L'échographie, elle nous donne des renseignements sur la thyroïde et la taille qui est normale. Et à ce moment, il s'agit d'un défaut de synthèse. Et ce défaut de synthèse, c'est-à-dire c'est le 10 hormonosynthèse, qui est 10% rencontré des hypothyroïdies congénitales, c'est 1 sur 30 000 naissances. Le plus souvent, c'est généralement héréditaire, familiale ou autosomique récessive. La glande thyroïdienne, elle est en place. Et souvent, on a un goitre associé, 20% à la naissance. Mais ce goitre, il est très difficile à le palper chez les petits nourrissons. C'est des goitres, ils ne sont pas comme l'adulte. Généralement, ils sont palpables à l'examen clinique, voire même à l'œil nu. Chez le nourrisson, ils sont très difficiles à le palper. Et ce défaut de synthèse, selon la classification ou bien selon le Stanbury, on distingue 5 types. Et ce problème, il s'agit soit au niveau de l'organification de l'iodure, qui est une pathologie qui est rare, soit au moment de la désiodation, il s'est passé un défaut dans la désiodation, c'est la même chose qui est aussi une pathologie qui est aussi rare, soit de l'organisation et la désiodation qui s'est faite correctement, mais au moment du couplage, il s'est passé un problème. En ce moment, ça c'est la plus fréquente des 3 hypothèses. Soit un défaut dans la libération ou un déficit carrément d'écartage des iodures. Deuxième point, on a les formes centrales. Quand on parle de formes centrales, elles sont congénitales. Elles touchent 1 cas sur 25 000 à 1 cas sur 100 000 naissances vivantes. Et parfois, la déficience, elle est isolée. C'est des mutations géniques. On trouve carrément un facteur génétique avec une mutation de RTRH ou la mutation du gène responsable de la TSH. Et généralement, le plus souvent, sont associés à d'autres déficiences en normal, parce que c'est des régions qui sont hypothalamo-hypophysaires, et parmi la pathologie les plus fréquentes, c'est le pan-hypopituitarisme, c'est-à-dire tous les axes ils sont touchés, y compris celui de la surrénale et la cortico-surrénale. On aura un déficit en TSH hypophysaire, et par conséquent, si la TSH est effondrée, les hormones thyroïdiennes, par conséquent, ils sont aussi bas. Donc, à ce moment, il faut dire
mais une TSH qui n'est pas augmentée, elle n'est pas augmentée par la forme centrale. Et à ce moment, c'est pour ça, pour cette raison, que dans les formes tardives, dans les formes centrales, ils ont des conséquences plus graves. Et c'est des conséquences surtout neurologiques qui sont plus graves. Pourquoi? Parce que la TSH, dans cette situation, on a tendance à avoir une hypothyroïdie avec une TSH élevée, mais dans les formes centrales, la TSH n'est pas élevée, voire même elle est effondrée. Et on a des formes typiques d'une hypothyroïdie. Il faut penser d'abord à penser à un problème central. Et pour cette raison, le dépistage n'est pas systématique dans ces situations. Ou carrément, on a des résistances à la TSH, une TSH qu'il faut fabriquer par l'hypophyse, mais il y a une résistance avec mutation de la mutation du gène qui est responsable dans la fabrication de la TSH. Et dans les fois, il y a d'autres formes. La forme qui est moins fréquente chez les petits nourrissons et dans la petite enfance, généralement c'est l'hypothyroïdie acquise. C'est l'apanage de grands enfants et de l'adolescent. Cette hypothyroïdie, elle est beaucoup plus fréquente et elle ressemble à celle de l'adulte. On la rencontre souvent dans un autre contexte, c'est le contexte, elle rentre dans les thyroïdites auto-immunes, les thyroïdites lymphocytaires et la maladie d'Hashimoto. Soit, généralement, c'est des enfants qui se présentent soit pour un goitre, une infection au niveau du cou, soit pour des signes qui ne sont pas très spécifiques, c'est-à-dire soit c'est un trouble de règles pour les filles, soit généralement c'est des enfants qui ont d'autres maladies auto-immunes et la découverte elle se fait fortuite, ou dans le cadre d'autres maladies, on rencontre dans les thyroïdites auto-immunes. Il y a d'autres hypothèses où on a une hypothyroïdie acquise, c'est des causes qui sont iatrogènes, c'est post-irradiation chirurgicale, c'est des enfants qui sont connus pour des tumeurs au niveau de la région hypophysaire, hypothalamo-hypophysaire ou une tumeur au niveau de la région cervicale et qui subissent des irradiations ou des gestes chirurgicaux. À ce moment, on peut avoir des hypothyroïdies qui sont secondaires à cet effet. Il y a aussi un processus infiltratif. Il y a aussi un autre facteur, c'est les carences iodées. Et ça, sont beaucoup plus fréquentes dans des zones d'endémie goîtreuse. Et c'est l'apanage aussi de l'adulte. Ou carrément, c'est les hypothyroïdies acquises qui sont secondaires à d'autres pathologies, comme la cystinose, c'est une maladie métabolique génétique, ou insuffisance rénale chronique. On a d'autres formes qui sont des formes transitoires, c'est-à-dire c'est des formes d'hypothyroïdie, mais c'est une hypothyroïdie qui est transitoire. Elle est fréquente chez les grands prématurés par une déficience en iode. C'est des formes, on peut les rencontrer c'est le transfert transplacentaire de médicaments antithyroïdiens ou les anticorps des anti-inhibiteurs de la TRH, c'est-à-dire c'est des mamans qui sont suivies pour un problème thyroïdien, une pathologie thyroïdienne et qui sont sous traitement, et ces traitements qui passent par la barrière, ils peuvent entraîner une hypothyroïdie secondaire, une transitoire. Et après, le sevrage, on peut continuer chez les enfants ce traitement de la maman, bien sûr, et on fait un sévrage progressif pour ne pas avoir une hypothyroïdie réversible et définitive. Et troisième point, on peut avoir une exposition iatrogène, et ça c'est des formes aussi qui sont exceptionnelles, à un excès d'iode, c'est-à-dire que c'est les antiseptiques contenant de l'iode. Le but de la prise en charge, notre but, c'est une hormonothérapie substitutive. C'est un traitement substitutif à vie. Le but de cette prise en charge, c'est de rétablir les grandes fonctions métaboliques. Tout ce qui est carencé en métabolisme, il faut le rétablir. Il faut améliorer le pronostic vital. Et quand on parle d'améliorer le pronostic vital, c'est-à-dire c'est le rattrapage statural
et un bon développement psychomoteur et neurologique. Et un but essentiel, c'est de faire un dépistage et éventuellement une prévention. Le traitement, il doit être instauré le plus rapidement possible. C'est une urgence médicale et elle est basée sur le traitement, sur la lévothyroxine. On donne selon les tranches d'âge chez les nouveau-nés de 10 à 15 microgrammes par kilo jour, c'est-à-dire 50 microgrammes jour pour un nouveau-né à terme. Et pour avoir une normalisation, notre but c'est d'avoir un TSH dans les limites de la normale. Ce taux, notre but c'est aussi de maintenir les taux de la TF4 libre légèrement supérieurs à la limite. Et notre but de ce traitement, c'est d'avoir un bon pronostic sur le développement psychomoteur. Et ça, si le traitement il se fait correctement et avec un suivi régulier. Ce médicament il doit être pris à jeun le matin et c'est un traitement substitutif à vie. Cette posologie, elle est en fonction des tranches d'âge. Dans les premiers 6 mois, on peut aller jusqu'à 15 microgrammes par kilo jour. Ce traitement, il est ajusté bien sûr en fonction du bilan thyroïdien et en fonction des contrôles réguliers. De 6 à 12 mois, on peut aller de 6 à 8 microgrammes par kilo. On peut, à partir de 1 an, 5 à 6 microgrammes par kilo. Et au-delà de 12 ans, 2 à 3 microgrammes par kilo. Cette posologie, quelle que soit la tranche d'âge, elle est ajustée en fonction du suivi clinique et biologique, surtout c'est le bilan des hormones thyroïdiennes. La surveillance, au début, elle est très étroite, c'est-à-dire une surveillance qui est rapprochée. Il faut revoir, surtout si le diagnostic est posé avant les 2 ans. Il faut avoir un contrôle clinique les premiers mois, ensuite chaque 3 mois pour les premières et la deuxième année, jusqu'à l'âge préscolaire. Et cette surveillance, elle est surtout clinique. Et quand on parle de clinique, c'est-à-dire il faut prendre à chaque consultation les mensurations, c'est-à-dire le poids, les paramètres anthropométriques, le poids, la taille et le périmètre crânien. Il faut faire un examen neurologique complet et il faut faire un développement psychomoteur. Et tous ces examens cliniques l'examen clinique doit être reporté sur le dossier et sur le carnet de santé de l'enfant. Et bien sûr, biologiquement, il faut faire le dosage de la TSH et la TF4 qui se fait chaque 3 mois. Et cette surveillance dans le but, c'est pour ajustement thérapeutique, c'est pour rechercher les sous-dosages et le surdosage pour ajuster et éventuellement sur l'efficacité du traitement sur le plan clinique et paraclinique. L'âge osseux, il faut contrôler l'âge osseux une fois tous les 6 mois, voire une année en fonction, pour voir la maturation, le retentissement du traitement sur la maturation osseuse. Et bien sûr, on vient de dire maintenant, rechercher les incidents de sous- et de surdosage. Et quand on parle de la clinique, sans oublier de voir surtout la diététique de l'enfant. On est toujours dans la petite enfance, n'oubliez pas de faire l'interrogatoire, chercher la diététique, voir la diversification alimentaire et pour voir éventuellement la disparition des signes en faveur de cette hypodie, éventuellement la constipation, la reprise de l'activité, la reprise des mouvements et la reprise de cette bébé qui calme. On va voir si l'enfant il commence à avoir un mouvement normal comme les enfants normaux. Et bien sûr, dans la surveillance, n'hésitez pas, il faut voir aussi, sans oublier, toujours on est un clinicien, d'insister sur la diététique et d'insister sur la vaccination de cet enfant et qu'il doit respecter le calendrier vaccinal, y compris la vitamine antirachitique, c'est la vitamine D. C'est des enfants dans leur surveillance, il faut aussi faire le quotient intellectuel, faire le développement psychomoteur, le développement de quotient intellectuel. C'est des enfants qu'on doit les suivre jusqu'à la fin de suivi en pédiatrie, c'est-à-dire jusqu'à l'adolescence. C'est des enfants qu'on doit voir sur le plan quotient intellectuel,
sur la scolarité et le rendement scolaire. Et éventuellement, dans la surveillance, on peut les prendre aussi la prise en charge psychologique. Le pronostic, leur pronostic, il dépend de la gravité du tableau clinique et de la prise en charge. Si le tableau clinique, c'est le diagnostic, il est posé précocement, si la prise en charge, elle était précoce, et ce traitement pris précocement, on n'aura pas le pronostic qui est beaucoup plus meilleur. Et aussi, si le tableau clinique n'est pas très sévère, à ce moment, le pronostic il est beaucoup plus meilleur. Mais si les enfants qui viennent tardivement avec un tableau clinique qui est avancé et avec tous les signes de retentissement neurologique et psychomoteur, à ce moment, le retentissement et bien le pronostic neurologique, il peut être irréversible. D'où l'intérêt d'un dépistage néonatal obligatoire par un dosage de la TSH au 5e jour de vie. Enfin, pour conclure, il faut dire que l'hypothyroïdie chez les nourrissons et surtout à les congénitales, les causes acquises sont beaucoup plus fréquentes dans l'enfance et l'adolescence. La plupart des causes sont congénitales dans 2 tiers des cas. Il s'agit généralement de dysgénésie de la glande thyroïdienne. La plupart des nourrissons hypothyroïdiens sont détectés par le dépistage néonatal de routine dans les pays bien sûr développés. Le diagnostic il se fait par le dosage de la thyroxine, c'est la série 7 et de la T4, et de la TSH. L'imagerie pour détecter les troubles structurels de la thyroïde, c'est-à-dire anatomiques de la glande thyroïde. Traité par le levothyrox, ajuster la dose pour maintenir les taux de la TF4 et la TSH dans la plage normale pour l'âge. Je vous remercie.